qui ont été oubliés. On n'a pas cherché à identifier des pratiques traditionnelles africaines et à les intégrer dans l'économie moderne. C'est perdu à jamais. C'est l'histoire tue. Et c'est toujours l'histoire qui tue. C'est toujours l'histoire qui tue. C'est l'histoire nette. C'est notre histoire à nous. C'est votre histoire que vous avez liée à la nôtre. C'est notre histoire qu'on écrit ce soir ici. Des balafres, c'est l'histoire des sourires, c'est toujours l'histoire. Le poète est roi. Voilà pourquoi j'écris aux défunts, vous qui étiez de la frange de votre vivant, vous qui êtes fer et or de la terre maintenant, vous qui respiriez jadis, vous qui êtes encore pieds aujourd'hui, posséder de nos biens, vous qui n'aurez jamais la paix. À vous dis-je, je n'aurai qu'une parole, d'amour, de mort et de renaissance guerrière. J'ajouterai d'amitié. Frères, de culture, mixture, de nature tribale, ventre au monde de la terre, monde, ventre au monde de la mer, monde, ronde, Dieu dans les cieux comme sur les eaux. Homme et mondialité, nous sommes tous des glissants. En droit à gauche, en droit à droite, en bas, en haut. Femme et mondialité. Tous faisons d'ici-bas notre paradis contre les enfers qui nous profèrent tous. Votre ajouté en totem, dans tous les sens du terme. La décharge, tu le sais, a été claire. Par toi, mon par toi de moi, le jeu sera toujours le même. Alors bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à Dauphine dans le cadre de cette conférence dédiée à l'Afrique dont le titre est Culture et mode de management.
Je le répète assez souvent parce que ça arrive à chaque fois. C'est toujours un défi pour moi que d'introduire ces activités-là de manière poétique, mais sans verser dans le Parnasse. Que ça soit directement un lien, une manière différente de traduire ce qui va se dire ici. J'avais décidé au départ de vous frustrer un peu, mais apparemment j'ai l'âme trop bonne. Le texte que j'ai ici, il a été écrit en cheminement de 2 mois de préparation. Les artistes que j'aimerais que vous applaudissiez de nouveau, qui sont Delphine au tam-tam, à la danse, participent d'une histoire en fait, ça c'est mon point de vue, qui n'est pas dite. J'ai oublié mon ex-inso tout à l'heure, mais j'ai étudié ce gros bouquin comme ça en prépa, et jamais une seule fois je n'ai entendu parler d'esclavage, de colonialisme, de racisme, et de ce que ça pouvait impliquer en termes de gestion, en termes de vivre ensemble. Et me semble-t-il, on est au cœur de ça. On est vraiment au cœur de ça. Comment peut-on connaître l'autre si on ne connaît pas son histoire? Comment peut-on connaître l'autre et aller dans son pays, par exemple, et lui dire, bah, vous n'avez pas d'histoire. Vous êtes dans la préhistoire. Comment peut-on gérer dans ces conditions-là? C'est la réflexion à laquelle je voulais vous emmener au travers de cette petite introduction, parce que Delphine est quelqu'un qui a réécrit son histoire à partir des Antilles. Elle est née à Paris, elle se présente aujourd'hui avec ce tam-tam, avec ses vêtements, avec la culture qui l'habite aujourd'hui. Julie est née en Afrique. Elle est née avec le son bouillant, la danse dans le corps, et pourtant dans la rue, on ne le sait pas. Et c'est ça aussi qu'il faut faire, rendre conscient ça, rendre visible cette histoire. Et j'espère que vous avez apprécié ça. La recherche que j'ai faite en Afrique a démarré parce que certaines entreprises, françaises notamment, qui étaient implantées depuis des années là-bas, ne comprenaient pas le comportement au travail des Africains, n'arrivaient pas à les engager. Ils se sont dit, mais est-ce qu'une approche sociologique apporterait un éclairage? Je ne suis pas le seul, il y avait d'autres travaux qui étaient faits avant sur les communautés africaines, mais quand je suis allé sur place, j'ai voulu regarder en fait ce qui se passait au travail dans les entreprises, mais aussi ce qui se passe à l'extérieur. Je vais découvrir quoi? Une contradiction absolument absolue entre l'investissement des Africains dans leurs petites affaires, les petites entreprises, la famille, la vie au village, les tontines, je pourrais citer plusieurs exemples. Je constate qu'il y avait en fait un certain nombre de règles qui faisaient que quand ils étaient hors du système froid, comme ils disaient, c'est-à-dire l'entreprise ou l'administration managée à l'occidental, l'entreprise dans laquelle on ne se parle pas, l'entreprise dans laquelle on ne coopère pas, on est obligé de se battre les uns contre les autres, eh bien, ils étaient mauvais. Mais quand ils étaient chez eux, dans leurs affaires, dans leurs petites affaires, ils étaient bons. Donc j'ai cherché ce qui faisait ciment, qu'est-ce qui faisait qu'à l'extérieur, ils étaient bons, ou quand on les laissait s'organiser dans une usine, par exemple, ils arrivaient à faire de très bons produits en très peu de temps. Et c'est là où j'ai découvert le modèle circulatoire, avec les éléments clés qui sont que la parentalité, c'est quelque chose d'important en Afrique, qu'on soit au Maroc, encore une fois en Afrique du Sud ou en Afrique centrale. L'idée de parentalité, chaque Africain se rattache à ses origines, à ses parents, à sa famille, et c'est même la première leçon qu'il prend de ses parents, c'est de connaître ceux qui sont liés à lui, alors par le sang,
Alors ça peut être aussi par le patriarche dans les sociétés patriarcales, mais ça peut être aussi par la mère, la grand-mère, l'arrière-grand-mère dans d'autres cultures africaines. Premier point. Deuxième point, autour de cette unité, cette linéaire en quelque sorte, des circulations entre les membres de ce même clan, de cette même communauté. Circulation des informations, bien sûr, puisqu'on se parle. Et la parole est très importante, qui explique d'ailleurs le succès du téléphone actuellement. Vous savez que 60% des Africains ont un téléphone portable aujourd'hui. C'est un chiffre extraordinaire quand on sait qu'il y a quelques années, il n'y en avait pas. Tous ces communs, il n'y en avait pas. Ce n'était pas possible. Alors les gens des télécoms ont compris. Deuxième élément de circulation des informations, avant ça se faisait par le voyage. On allait voir les uns et les autres. Et il fallait se déplacer. Je vais vous donner un proverbe rwandais pour illustrer ce que je suis en train de dire. Chez moi, on dit que la roue qui sarcle l'amitié, c'est le pied. La roue qui sarcle l'amitié, c'est le pied. C'est-à-dire qu'il faut se déplacer pour aller voir ses amis, échanger en direct avec eux, si on veut vraiment faire les bonnes relations. Sous-entendez par là, même si le téléphone marche, ce n'est quand même pas l'outil de fond. L'outil de fond, il est dans le face-à-face, dans la communication face-à-face. Mais on allait voir les gens aussi parce qu'on a besoin d'eux. On a besoin d'eux quand on est malade, on a besoin d'eux quand on a la faim, on a besoin d'eux pour se loger. Et la deuxième règle importante du modèle circulatoire, c'est l'entraide, c'est l'interassistance, c'est la circulation des énergies. On a un chantier important à mener, on appelle les autres. Alors ça se voit moins en ville, mais je vous assure qu'encore dans les campagnes, l'année dernière, je l'ai vérifié. On appelle les voisins qui viennent nous aider à labourer nos champs, à récolter le maïs ou d'autres produits, parce qu'en tout seul, on mettrait des mois et des mois à le faire. Et ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus efficace. Et en plus, quand on le fait, on partage plein d'autres choses. Tiens, la musique, tiens, le Togo qui est à côté de chez toi, et même chez toi, ça se fait. Quand il y a des chants, des opérations comme ça collectives, il y a toujours un musicien qui chante et qui encourage, qui stimule les travailleurs. C'est quand même très intéressant à observer aussi. On mélange là-bas la musique, j'allais même dire le plaisir avec le travail, ce qui est quand même quelque part quelque peu interdit dans d'autres contextes culturels, où il faut travailler. Troisième circulation, je parlais de l'énergie, j'ai parlé de l'information, eh bien c'est la circulation aussi du pouvoir. Elle se voit beaucoup moins, puisque nos chefs d'État actuels ont tendance à garder le pouvoir pendant très longtemps. Je vous fais un clin d'œil parce que ça vient de se passer chez elle. Ils ont renversé un chef d'État qui était là depuis 30 ans. 27 ans. 27 ans, c'est ça. Et je suis sûr que chez moi, ça peut être très long aussi. Donc c'est courant qu'un chef d'État en Afrique reste longtemps. Je ne dis pas que c'est forcément un défaut. Mais cette règle nouvelle, cette pratique nouvelle, elle est vraiment nouvelle, puisque dans le temps, dans la plupart des communautés africaines, en dehors peut-être des grands royaumes, du Mali, du Bénin, tout ça, il y avait une espèce d'organisation de la circulation des pouvoirs. Dernière circulation, bien sûr, c'est parler d'information, de l'énergie. J'aime souvent citer le cas des tontines. Circulation des biens. Ben oui. Alors la tontine peut faire circuler l'énergie aussi, quand il s'agit de tontine des champs. Mais la circulation des biens, l'exemple le plus intéressant qu'on peut observer dans différents pays aussi, c'est les tontines financières, qui consistent à, tous ensemble, se donner une règle de conduite par rapport à notre argent qu'on gagne et prélever, mettons, tous les mois, à la fin du mois, chacun un petit minimum de son salaire pour redonner à celui, à tour de rôle, un des membres du clan, de ce groupe justement de cette tontine. Il y a des règles très précises dans la tontine. On n'y entre pas comme ça. On y entre parce qu'on est reconnu, recommandé par quelqu'un qui se porte au garant du respect des règles de fonctionnement de la tontine. Et si on ne le fait pas, on est sanctionné. Il y avait des agios, un peu comme dans une banque. Rappelez-vous que le meilleur livre là-dessus a été écrit par Alain Henry, qui est un banquier, qui a été envoyé par les banques françaises pour regarder pourquoi ils n'avaient plus de clients. Et qu'il a comparé le fonctionnement de la tontine avec celui des banques, pour découvrir carrément qu'il y avait des sanctions qui pouvaient être assimilées à des agios. Il y avait des bénéfices aussi, puisqu'on pouvait placer l'argent, et le bénéfice
étaient réinvestis dans le circuit justement villageois. Voilà pour le modèle. Alors, ce modèle-là a été ignoré, méconnu, d'une part par les partenaires externes non africains qui sont arrivés, ils ne le connaissaient pas en effet, en plus ils ne croyaient pas qu'il peut y avoir une organisation. Puisque dans leur esprit, Jean-François l'évoquait tout à l'heure, non seulement ils n'ont pas d'histoire, mais en plus ils n'ont pas d'industrie, donc ils n'ont pas d'organisation, donc ils n'ont pas de management. Les déductions étaient faites comme ça, créativement. Donc en plus, l'anthropologie n'a pas de place dans l'entreprise et dans le management non plus. C'est-à-dire que les recherches anthropologiques n'intéressent absolument personne. Même nous, quand on a commencé à travailler là-dessus, plusieurs entreprises nous disaient « mais c'est de la philosophie, ça ne nous intéresse pas l'interculturel. C'est pas intéressant pour nous. » Et donc, vous voyez le phénomène qui fait que, alors qu'on aurait pu s'appuyer déjà d'emblée sur ces traditions locales, cette organisation locale, on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait, et les Africains n'ont pas poussé à ce que ça soit fait, parce qu'eux-mêmes croyaient qu'il fallait imiter les modèles phares des pays qui avaient réussi. Comme une espèce de complicité, en fait, qui s'est mise en place. Et donc, le système a tourné comme ça, a ronronné pendant très longtemps. Afrique, dollar. Changeras-tu ou resteras-tu toujours le miroir fasciné du mirage monde, gestion, monde externe? Que mettras-tu dans ton ventre ballon enfant quand tu demandes encore ton chemin sans questionner celui de tes amis dont une main te caresse la joue et de l'autre te la balafre d'un coup? Et sans plus tarder, je vous propose, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, de visionner un extrait de 3 petites minutes de scène de parenté à plaisanterie. Plaisanterie. Ani mɔgɔ min ye ale ka bɔgɔti ka ni da dara k'i yɛrɛ kɛ cɛkɔrɔba ye ka taa boli i t'i jɔ n ka dɔn na nin t'i fa ye wa nin fa ye fana i ko bɔgɔ ni bɔgɔti bɛ wolo aa ko polisa bɛ na a ye boli a ye dɔ ta polisa a ye boli ni ko sisan dɔrɔn ayi a tɛ dɔn a tɛ dɔn a tɛ dɔn a ɲɛ a tɛ dɔrɔn fɛ kana bato in jigin dɛ o de mun na Pour la mise en bouche. Alors, vous venez d'assister là à plusieurs séquences d'échanges entre des parents ou des alliés ou encore des cousins à plaisanterie. Donc la parenté à plaisanterie, rapidement quelques repères. Donc c'est un mode de communication sociale qui a lieu entre des individus, deux individus appartenant à des groupes distincts. Ces groupes-là, ça peut être des groupes ethniques, des régions, des familles ou des groupes même métiers. Les forgerons, les cultivateurs, les griots, etc. Donc l'appartenance du membre à son groupe lui donne une identité collective dont il va se servir pour créer une relation, un échange avec son protagoniste. Comment ils s'identifient, vous allez me dire? Comment ils font? Parce que là, vous avez vu des scènes. Ce sont des scènes très souvent entre des personnes qui ne se connaissent pas, qui se rencontrent pour la première fois. Alors comment ils se reconnaissent? Eh bien, c'est très souvent par le patronyme. Par le patronyme, par la langue aussi que l'on peut entendre, par parfois un code vestimentaire donné, etc., etc. Mais il y a des codes qui permettent d'identifier l'autre à son appartenance collective. Et une fois que l'identification est faite, automatiquement s'engage un jeu, une joute verbale. Faite de quoi? Eh bien, d'invectives,
de railleries, de toutes sortes de moqueries, sur un ton commun à toutes les situations qui est l'humour, la comédie. C'est très important. La parenté à plaisanterie a cette caractéristique principale que tout tourne autour justement de la plaisanterie et de l'humour. Donc les formes sont diverses et variées, le sarcasme, l'ironie, la dérision, chacun y va de son sens de l'humour. Mais l'essentiel, c'est de se retrouver autour d'une émotion de joie, de rire, de dérision, de détente, de jovialité. Des exemples donc, de patronymes de parents qui sont des parents à plaisanterie. Non, en l'occurrence, les patronymes seront des alliés à plaisanterie. Parce que la différence entre parents et alliés à plaisanterie, c'est que dans un cas, il y a des relations familiales entre des grands-parents et leurs petits-enfants. Il y a un lien de parenté à plaisanterie. Dans le cas d'alliés à plaisanterie, ça peut être entre les oncles maternels. Non, les oncles maternels et les neveux, c'est également une parenté à plaisanterie. Dans les alliés, vous avez les patronymes. Les Ouattara et les Koulibaly, par exemple, ont un lien d'alliance à parenté. Entre les Sérères et les Peuls, au Sénégal, il y a un lien de parenté à plaisanterie. Entre des Mossi, comme moi, et des Samo du Burkina Faso, il y a des liens, etc., etc. Les casse-métiers, je vous en ai parlé aussi entre les Dogons et les Dozo, par exemple, au Mali également. Donc, je vous ai parlé du contenu, les invectives, et notez maintenant comment, sur quoi se réfèrent les gens pour alimenter les propos. Eh bien, sur une mémoire collective, faite de quoi? De mythes, de légendes, et de stéréotypes de toutes sortes. Et donc ici, l'idée, c'est quoi? C'est de se jouer des stéréotypes, de les amplifier volontairement pour se moquer, pour railler l'autre. Donc, il y a une formulation de stéréotype qui se fait, qui est assumée. Elle est assumée pour être mieux dépassée, en réalité. Donc, il y a cette forme, on va dire, légère du dialogue, et il y a des formes beaucoup plus, on va dire, lourdes et élaborées, comme les vols rituels. Les vols rituels, quel que c'est? C'est que quand on est parent ou allié à plaisanterie, et qu'on est reconnu comme tel, on a certains droits. On a des devoirs, je reviendrai là-dessus. Mais on a certains droits. Et les droits, c'est souvent en situation de deuil, par exemple, de voler un cadavre de sa communauté alliée ou parent à plaisanterie. Voler un cadavre pendant une situation de deuil, ça peut déconcerter plus d'un, n'est-ce pas? Même des Africains qui... N'en parlons pas pour des étrangers. Mais voilà, donc le vol du cadavre contre rançon, c'est permis dans certaines ethnies. Un autre type de vol, c'est le vol des objets qu'un neveu peut avoir par rapport à son oncle maternel, par exemple. Et puis il y a aussi la parodie des défunts. Pendant des funérailles également, il peut arriver qu'une communauté alliée aux parents à plaisanterie arrive et parodie le défunt. Pourquoi au final? Eh bien, pour décrisper l'atmosphère. Ce qu'il faut se dire que dans cette histoire, il y a le rapport droit, mais il y a le rapport devoir d'assistance, de solidarité. Donc quand des gens viennent pour voler le cadavre contre une rançon, ou quand des gens viennent pour parodier un défunt, c'est avant tout pour créer de la détente et pour soutenir en réalité moralement la famille éplorée. Donc il y a plusieurs formes, il y a plusieurs détails, mais je ne serai pas très longue là-dessus. Il y a des simulacres de toutes sortes qui sont des mises en scène parfois très très élaborées et très théâtralisées pour rentrer dans ce cadre-là. Un autre contenu dans les échanges de parenté à plaisanterie, c'est les habitudes alimentaires, qui sont souvent source de tous les préjugés. Donc traiter des Bissa de mangeurs d'arachide au Burkina, c'est quelque chose de très commun. Je suis un buveur de lait. Ah, t'es Peul? Oh, t'es Peul d'origine? Je ne savais pas. Eh bien, écoute, j'aurais bien aimé avoir le droit de me moquer de lui, de le traiter de buveur de lait, parce qu'il m'apprend qu'il est Peul. Moi, je suis nul. Mais là, tu transgresses un peu les codes, parce qu'on n'est pas en réalité des parents à plaisanterie. Parce que, voilà, j'aurais pu. Non, mais c'était pour donner le contexte. Mais on peut malgré tout, et je reviendrai plus tard dans le domaine de l'entreprise, comment on peut se permettre, pourquoi pas, de créer des liens fictifs si les raisons sont bonnes. Donc oui, un Peul peut être qualifié d'enfant, éternel enfant. Pourquoi? Parce que c'est un nomade éleveur, donc très attaché à son bétail et qui a du lait en permanence et qui adore le lait, qui boit le lait. Donc face à son parent à plaisanterie qui sont souvent les bobos,
Hein? On peut le traiter donc d'enfant, etc., etc. Et j'en passe des exemples. Les règles, c'est très important, les interdits. Tout cela est soutenu par des codes, des interdits stricts, incontestables et incontestés. Ça, c'est le fruit des coutumes, etc. Et une des premières règles, c'est celle de la réciprocité. Si Evald m'envoie des pics là, à l'instant, c'est mon devoir de lui répondre. Il n'y a pas de représailles après. Hein. C'est de mon devoir de lui répondre. Et lui, son devoir, c'est d'être à l'écoute la minute suivante de ma réplique. Moi, c'est mon devoir de répondre, c'est mon droit aussi, évidemment. Donc la réciprocité permet d'atteindre une symétrie dans la relation et d'atteindre un niveau d'égalité sans qu'il y ait de perdant ni de gagnant, ni de victime, ni quelqu'un qui se sente... Autre interdit, c'est celui de se vexer. Vous pouvez me traiter de tous les noms, je dois garder le sourire. Oui, même en rire. D'accord? Bon. Interdit de se mettre en colère. Interdit de verser le sang, ça c'est très important et c'est très répandu dans la plupart des communautés alliées et parents à plaisanterie. Interdit de verser le sang dans le sens littéral, même dans le sens symbolique. Ce qui fait que certains mariages sont même interdits parce qu'on part de l'idée que un homme qui déflore une femme fait couler son sang et donc et encore moins les guerres, les situations de guerre et de conflit évidemment qui portent atteinte à l'intégrité physique. Alors, rapidement, et n'hésite pas à me faire des petits tac-tac-tac-tac de tam-tam là pour me rythmer dans mon temps, parce que j'ai tendance à m'emballer. Quel sens on donne à tout ça? Le pourquoi et l'impact de ce phénomène? Eh bien, comme vous le notez, c'est un patrimoine culturel qui est porteur de valeurs essentielles. Parmi les plus structurantes, je l'ai dit, avec un objectif central, l'harmonie sociale, la cohésion pacifique. La cohésion pacifique entre qui? Entre des communautés qui se sont identifiées comme finalement assez différents. Dans cette Afrique diverse, multiculturelle, comme tu le disais Delphine, anciennement et encore aujourd'hui, ce sont des solutions qui ont été inventées par les ancêtres pour réguler, pour éviter le conflit, pour réguler les tensions sociales, prévenir les conflits, les résoudre et créer de la valeur finalement ajoutée dans les différences, transcender les différences. Donc c'est une machine proprement parlée à construire de la relation. Construire de la relation parce que quand je rencontre un Samo dans la rue, comme ça a déjà été le cas ici à Paris, de rencontrer quelqu'un, j'ai découvert qu'il était Samo parce que j'ai entendu son patronyme, et que je me suis mise à l'invectiver, je l'ai traité d'esclave. Oui, ça choque, hein? Ouais, je sais que vous êtes choqués, mais je vous rassure, il va rigoler. Et la seconde d'après, il va me traiter d'esclave. Et donc, on est quitte. Les forces se sont annulées. Et ça, c'est super important. Quand je le traite de Samo en lui disant « tu es mon esclave » et que moi je suis son maître et que lui dit la même chose, je le renvoie à son identité collective de Samo, ethnique. Je ne le connais pas individuellement, mais peu importe. Le fait de l'avoir identifié comme Samo, je trouve une raison de créer un lien, d'échanger avec lui et de créer une interaction. Tu ne le connais pas, mais tu le reconnais. Je ne le connais pas, mais je le reconnais. Très bonne synthèse. Donc, il y a une logique, une logique simultanée de conscience de soi, de son identité. Moi, je suis Mossi, je l'affirme, je le revendique. Et en même temps de prise en compte de l'altérité avec mon vis-à-vis. Donc, quand on évoque finalement son identité, c'est pour mieux la dépasser. Oui, on parle de la journée de la francophonie aujourd'hui à Dakar. L'ancien secrétaire général de l'OIF, dans Koulodo Dandiko, disait « S'entendre, c'est d'abord reconnaître le droit à la différence ». Et je pense que dans la gestion de la diversité en entreprise, c'est fondamental déjà de acter la diversité avant de chercher les moyens de se rencontrer. Deuxième fonction essentielle, très essentielle, c'est celle d'exutoire. La fonction d'exutoire, c'est celle qui permet à n'importe quel citoyen d'un de ces pays où c'est pratiqué de se retrouver face à un aîné, face à une personne âgée, face à un manager, face à un supérieur hiérarchique, face à un notable,
de briser les barrières. Parce que ça a une fonction de nivellement, finalement, effectivement, nivellement social, en cassant les codes et en se permettant de se mettre à égalité. Ça, c'est très important dans une société et dans un contexte, comme vous le savez, africain, très hiérarchisé. Vous savez qu'en temps normal, mon aîné Evald, je ne me permettrai pas de lui dire certaines choses. Mais s'il veut être mon parent à plaisanterie, je me permettrai de lui dire tout ce que ça me passe, tout ce qui me passe par la tête. Le droit d'aîné est sacré, la hiérarchie est sacrée et ça passe par la maîtrise de son langage, de l'adapter et de respecter des règles de priorité, des règles de plein de types de règles. Donc, ça nivelle, ça permet aux gens de se jouer de la censure sociale, de s'affranchir de ces normes-là. Et j'aime bien un proverbe sénégalais, je pense, repris en tout cas par Djibril Tamsir Niane, dit « Être plus âgé que son cousin, à plaisanterie donc, ne sert à rien. Vaut mieux l'attendre. » Pour dire à quel point l'âge et tous les codes ici, les normes n'ont plus leur importance. Donc ça permet aux gens de se libérer, voilà, et de se défouler du poids de l'étiquette. C'est une expression de Etienne Smith, ça. Troisième fonction et dernière, et après je passe à... Et je me reste combien de minutes juste pour que ça me permette de calibrer. 3 minutes. Alors, pour la question du dialogue et de la paix, elle est évidente, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. Évidemment, quand on arrive à se parler, c'est déjà une moitié du chemin qui est faite vers le dialogue. Et donc, la parenté à plaisanterie, c'est un outil de médiation qui est très usité à tous les échelons de la vie sociale. Donc, un outil de médiation parce qu'un allié ou un parent à plaisanterie donné a également une casquette de médiateur systématiquement pour aller secourir ou aller aider son allié ou son parent à résorber une difficulté, un conflit, etc., etc. Donc la médiation, elle est juste essentielle, sans compter que la parole libérée, que permet la parenté à plaisanterie, surtout sous cette forme de conflit, comme vous l'avez vu dans le film, permet de faire quoi? Eh bien, de conjurer nos pulsions belliqueuses. Hein? Ça permet de neutraliser nos instincts agressifs que nous avons tous. Donc finalement, on joue du conflit pour l'éviter. Dernier point, mais je ne m'inquiète pas si je n'arrive pas à le développer par manque de temps, parce que je compte vraiment sur vous pour que l'échange se situe vraiment à ce niveau. Management et parenté à plaisanterie. J'ose le grand écart. Pourquoi? Parce que finalement, si cette pratique a traversé les millénaires, hein, on n'arrive même pas à dater. Tout ce qu'on arrive à dire, c'est qu'au XIIIe siècle, Soundiata Keïta, l'empereur de l'Empire du Mali à l'époque, l'a institutionnalisé pour la première fois et l'a rendu sacré. De ce temps jusqu'à aujourd'hui, qu'on arrive à le pratiquer, c'est bien parce qu'il y a un potentiel dans la gestion des hommes. Et on parle beaucoup d'humanisme ce soir, d'hommes, de la considération de la dimension humaine dans l'entreprise. Donc, comment on pourrait transposer ce phénomène, cette pratique dans le milieu de l'entreprise en créant par exemple, ou tout au moins en attribuant, pardon, oui, encore mieux, j'ose dire, en attribuant à chaque département, à chaque service, à chaque métier, à chaque fonction, un code, une alliance ou à plaisanterie avec un autre. En gros, tout se passerait comme si un département, un service serait une ethnie, d'accord, identifié, clairement identifié dans une sorte de cadre, de référence commun, où on déclinerait un certain nombre d'éléments, de contenus, et qu'à chaque fois que l'on se retrouve, que l'informaticien rencontre la secrétaire dans le couloir, à vous les secrétaires, et lui, à elle, à vous les informaticiens, et qu'il y a un langage commun, systématiquement reconnaissable par chacun, qui permet de faire quoi? Eh bien déjà de créer du lien. On a ça, dans la pause café. Merci. Merci de le signaler parce que j'allais en venir. Elle vient de dire, la dame, excusez-moi, devant, j'ai pas votre nom, Bénédicte, que mais on a ça, notamment devant la pause café. Je suis parfaitement d'accord avec vous. D'où la chance que l'on a de faire mieux. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire passer du formel, de l'informel au formel. Parce que la parenté à plaisanterie, sa force c'est quoi? C'est qu'elle a l'air d'avoir des allures informelles. Mais en réalité,
c'est tellement formalisé, tellement bien codifié qu'on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Et c'est pour ça que ça marche. Donc, mettre en place un dispositif en entreprise pour que les gens, comment dire, avec une instance de contrôle, c'est toujours bien d'avoir une instance qui permet d'éviter les dérives, de faire respecter les règles. Ça me paraît important. Donc, évidemment, ça permet de créer du lien, je l'ai dit. Ça permet, notamment en Afrique ou même ici, eh bien, de libérer la parole dans des contextes très hiérarchisés qui parfois sont très très pesants, n'est-ce pas? Eh bien, on accuse ou en tout cas on reproche souvent le contexte très hiérarchisé dans les entreprises africaines où la structure est tellement pyramidale que celui qui est en bas l'information ne circule pas, etc., etc. Créer ces moyens de briser la barrière et de valoriser finalement la parole, ça permet de fluidifier la communication. Ça permet de se dire des choses. Ça permet d'aborder des sujets délicats, que ce soit en réunion ou ailleurs. Toujours en partant du canal de l'humour. Vous allez me dire, le rire en entreprise, c'est pas forcément ce que l'on attend d'une entreprise que de passer ses journées à rire. Ah, eh ben, merci. Je crois qu'on est en train d'évoluer dans le sens que le rire, c'est pas quelque chose d'absurde. Quand on détend une atmosphère, tout est possible. Tout est possible. Les résolutions de problèmes, les désaccords, tout est possible. Il y a même le yoga du rire en France. J'ai découvert en venant en France qu'il y avait le yoga du rire pour réapprendre à rire. Bref, c'est une démarche qui se veut innovante, mais tant mieux. Provocante même, mais il paraît qu'on est en train de vouloir chercher des solutions innovantes face à des contextes en plein bouleversement en Afrique, ici. On cherche des repères, on cherche à redonner sa place à l'humain. Hein? Donc voilà, pour ne pas être beaucoup plus long, il y a d'autres petites idées, mais je préfère dans l'échange développer ça. Voilà, merci. Il y a dans la mémoire collective des références qu'on est censé tous avoir, hein, censé avoir quand on a eu la chance de vivre en Afrique. Je dis ça parce que on est aujourd'hui dans un monde comment dire, on a affaire en Afrique quand même à des profils identitaires de plus en plus complexes. Il n'y a pas évidemment que des Africains qui n'ont vécu qu'en Afrique. Moi-même, je fais partie de la diaspora. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance de vivre 20 ans en Afrique. Donc, j'ai été baignée, éduquée dans ce moule. Donc, je connais les codes. Mais ici, je parle souvent avec des amis africains qui me disent ne pas connaître ça. Et la dernière fois, c'est une Ivoirienne qui me disait « Je suis rentrée en Côte d'Ivoire, dans mon pays, pour des funérailles. » Hein? Pardon? En fait, elle était plus que perdue, elle a été choquée, révoltée face à la parodie de ce dont je vous parlais tout à l'heure. Ils se sont permis de parodier le défunt devant elle et personne ne l'a préparé, personne ne l'a expliqué. Elle m'a expliqué comment elle s'est révoltée, comment elle exprimait sa révolte devant tout le monde et on a dû la mettre de côté. Ma soeur, faut te calmer. On va t'expliquer. Et on lui a expliqué. Et c'est vrai que c'est récurrent ce genre de choses. Hein. Donc oui, c'est pour ça qu'il y a un travail de vulgarisation, c'est sûr, à mener, de valorisation à mener, d'écriture à faire. Parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages, mais il n'y en a pas assez en réalité sur cette question-là. Hein. Alors l'Afrique, il faut le voir avec de bonnes lunettes. Aujourd'hui, l'Afrique, elle a deux niveaux. Vous avez un niveau qui ressemble à ce que vous voyez ici en Occident, qui est celui qui faut des entreprises ou des institutions publiques qui fonctionnent sur le modèle occidental. Mais ça, c'est la surface. Il faut descendre en bas, c'est-à-dire le niveau caché. Alors le niveau caché, c'est où? C'est dans les villages, c'est dans les associations, c'est dans les tontines, c'est dans les rencontres comme ça, totalement informelles. Et quelquefois dans un service, dans un atelier, quand les gens s'entendent bien. Et là, si vous regardez ces deux niveaux-là, vous allez voir effectivement qu'il y a des pratiques qui s'inspirent des traditions anciennes, mais qui sont souvent combattues, parce qu'on ne les comprend pas. Non, il ne va pas faire ça, on ne va pas les laisser passer du temps s'insulter dans l'entreprise, ils sont là pour bosser. Mettez-vous dans la tête d'un manager occidental, et même africain, il va dire non, c'est pas possible quoi. Ce que j'ai appris, c'est que quand on bosse, on n'est pas là pour se balancer des insultes pendant 1 heure. Donc vous voyez, le modèle, il a du mal à vivre dans l'économie actuelle. Ça me paraît urgent, c'est-à-dire cette question de modéliser
des pratiques qui existent de manière empirique, instinctive. Moi, la parentale plaisanterie, je l'ai pratiquée toute ma vie avant de découvrir, il n'y a même pas quelques années, qu'en réalité, ça avait un sens profond. Et que ça avait un sens tellement profond que sans ça, la société ne tient pas. La société multiethnique ne tient pas ou tient très mal. Et donc, pour cela, c'est un peu le hasard, le fruit du hasard qui fait que je me suis intéressée à cette question-là, parce que je suis allée au Sénégal et que j'ai rencontré un artiste qui avait écrit, produit une chanson louant la parentale plaisanterie. Je dis, mais au Sénégal, vous connaissez ça? Je pensais qu'il n'y avait qu'au Burkina. Ah, au Burkina, vous connaissez la parentale plaisanterie? De fil en aiguille, je découvre que partout en Afrique, dans nos pays, on pratiquait ça pensant que c'était un patrimoine national localisé. Et donc, ça rejoint l'unité africaine, culturelle africaine parfois, qui est très sous-estimée. Donc, non seulement ça, donc son extension géographique, et en découvrant, en cherchant, en lisant, je vois que, et en écoutant, en interrogeant des sages, des vieux, que waouh, c'est un fondement, une fondation très, très, très dense, en fait, dans le contenu. Donc, simplement pour dire l'urgence, c'est de créer des concepts, de développer des concepts intelligibles. Vraiment les écrire, les penser, pour les rendre aussi duplicables, les rendre transmissibles et les rendre compréhensibles et exploitables dans le cadre d'une stratégie d'entreprise, par exemple.